Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine, le café de l'actualité. Je suis au sein de la maison communale de la commune de Saint-Josse-de-Noute. Vous savez que Caféine est une émission qui vous présente des personnalités issues de la diaspora, mais également celles qui font l'actualité politique et socio-économique de la Belgique. Aujourd'hui, je viens rencontrer deux personnalités. Il s'agit notamment du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-de-Noute, en la personne de M. Emirkir ainsi que de Mme Dora Ilunga, échevine de la commune de Saint-Josse-de-Noute, qui est en charge également des relations internationales, de l'emploi, mais également qui est à la tutelle du CPS et bien d'autres compétences. Aujourd'hui, nous parlerons des questions d'actualité. Nous parlerons de la Covid. Nous parlerons également des mesures prises par les autorités de cette commune assez particulière pour la lutte contre la Covid-19. Une interview qui sera un bel échange comme il est de coutume dans Caféine, et je vous dirais tout simplement de rester scotché parce que Caféine, c'est maintenant dans la commune de Saint-Josse-de-Noute. On se dit à tout de suite. Monsieur Emirkir, bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Madame Dora Ilunga, bonjour. Bonjour Caféine, bonjour Marie. Et merci conjointement de nous avoir reçus dans votre commune. Moi, je vous poserai la question, monsieur le bourgmestre, qu'est-ce qui fait la grande particularité de la commune de Saint-Josse-de-Noute? Je dirais qu'on est assez bien installé en plein cœur de la capitale et en plein cœur de la Belgique et de l'Union européenne. C'est une chance pour nous, cette centralité. On est, comme vous le disiez, à côté des institutions, on est à un jet de pierre de la Grand Place. À côté de ça, on a beaucoup d'associations, un réseau culturel très dense. Mais c'est vrai que nous avons aussi un certain nombre de records de Belgique, la plus forte densité de population, la commune avec la population la plus jeune et c'est vrai la plus modeste. Et donc on est la commune avec tous les contrastes, celle qui a le plus de records et celle où, je dirais, il faut beaucoup de solidarité pour que les gens puissent en sortir. Avec cette particularité, cette commune, je pense, est également confrontée à la question de l'heure. On va en parler. Il s'agit de la Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici quelles sont les mesures, que vous avez prises afin de pouvoir lutter contre cette mesure au sein de votre commune? Mais je pense que déjà, notre différence a été d'y croire. C'est-à-dire que nous avons eu cette prise de conscience que c'était grave. On était rivés sur ce qui se passait en Italie et en Espagne et nous n'étions pas comme certains à minimiser que c'était une grippe puisqu'on voyait à Milan, qui est l'une des régions les plus riches du monde, des gens qui décédaient. Ça a été important. Deux, nous avons appliqué un principe qui nous est cher, qui m'est très cher, c'est le principe du bon sens. Vous savez, quand l'OMS dit porter le masque, nous on l'a fait porter, alors que d'autres disaient à ce moment-là que ça ne servait à rien, etc. Et donc, on a été l'une des premières communes à prendre des mesures drastiques. Imposer le masque dans les commerces. On a été même épinglé parfois par le ministre de l'Intérieur, mais nous l'avons fait. Donner un masque à chaque habitant. Nous l'avons fait, on a été parmi les premières communes à le faire pour préserver la santé de la population. De la même manière, nous avons acheté dès le départ des masques FFP2 pour protéger nos travailleurs de première ligne. Et ce qui a été, je dirais, pour nous la constante dans tous nos principes, c'est de prendre tout ça au sérieux, d'agir là où nous avons la responsabilité, de ne pas attendre le fédéral ou la région, et enfin d'appliquer un principe qui nous est vraiment cher, c'est le bon sens. Le bon sens. Le bon sens fait que vous-même, vous avez été aussi en quarantaine. Partagez-nous un peu cette expérience dans la peau d'une personne peut-être qui n'a pas été testée positive, mais qui s'est mise en quarantaine, du moins. Mais au départ, on se dit que ça va être un moment, ça se passe. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Au bout de quelques heures, de quelques jours, on est enfermé. Et là, c'est dur sur le plan moral et physique. Vous ne pouvez pas bouger comme vous le souhaitez. Vous êtes dans des restrictions de liberté. Et donc, en réalité, votre vie bascule. On a de l'empathie pour ceux qui sont emprisonnés. On a de l'empathie pour ceux qui doivent rester à l'hôpital pendant des semaines. Et véritablement, c'est une épreuve particulièrement difficile. Moi, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Parmi celles-ci, je dirais ceci. Il n'y a rien de tel que d'avoir une occupation dans la vie. Et je me suis dit que, il n'y aura jamais de pension, quoi. Il faut tout le temps être occupé, parce que quand on n'a pas la chance d'avoir une occupation, c'est très dur, on est occupé à périr sur le plan mental et physique. Ça a été pour moi vraiment riche d'enseignements. J'en garde un souvenir, en tout cas, très important au niveau de ce que j'ai tiré. La majorité des pays européens aujourd'hui
parle du vaccin, mise sur le vaccin, et il y a pas mal d'opérations qui ont déjà été lancées afin de pouvoir vacciner les populations les plus âgées, il faut le dire, également les employés, les travailleurs de première ligne. Dans ce contexte, il y a quand même des gens qui sont sceptiques. La population est très sceptique, il y va de toutes les théories, il faut le dire. Comment vous faites, vous, en tout cas face à la caméra, et pour les populations belges et celles de Saint-Josse-de-Noute qui nous suivent, quels sont vos arguments afin de convaincre les populations? D'abord, il faut comprendre les gens. Les gens, il faut leur expliquer que c'est vrai que cette fois-ci, comment ça se fait qu'en si peu de temps on ait un vaccin? N'oublions pas que le vaccin, c'est l'espoir de toute l'humanité, parce que c'est le vaccin qui va permettre d'apporter des réponses. On sait qu'on ne pourra pas supprimer toutes les infections dans le monde, mais les vaccins peuvent apporter des réponses. Ça a été le cas dans d'autres maladies. Deux, il faut expliquer pourquoi ça va aussi vite. Ça va aussi vite parce que les Chinois avaient commencé il y a 30 ans déjà à travailler comme d'autres formes de Covid. Il y a déjà des expériences, des études qui ont été menées. Et puis enfin, il a déjà été testé par rapport à des publics qui sont très fragiles. Et pour le moment, les effets non désirés ne sont pas légion. Donc on voit bien qu'il n'y a pas les effets non désirés, en tout cas des premières conclusions qu'on a. Ensuite, je dirais que avant que le vaccin puisse être efficace, il faut qu'il puisse être administré à la population. Et il faut qu'on arrive, selon les experts, à 60 voire 70% d'administration de la population. On est loin d'arriver à cela. Et donc je dirais que cette année, c'est l'année de vaccination, ce n'est pas l'année de sortie de la crise épidémique. L'année de sortie de la crise épidémique, probablement que ce n'est pas 2021, mais ça va être 2022. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que le vaccin est efficace ? Nous l'espérons tous. On entend ici et là des premières études qui sont plutôt positives, mais attendons. Deux, combien de temps le vaccin va-t-il être efficace? Est-ce qu'il va être efficace 6 mois, 6 heures, 6 semaines? On n'en sait pas trop. Et enfin, je dirais par rapport à la vaccination, je dirais que quand bien même le vaccin est efficace, est-ce qu'il sera efficace avec les variantes? Là aussi, il y a des points de vue qui divergent entre certains experts qui disent que la variante UK ou sud-africaine va échapper au vaccin. Donc, je comprends les habitants qui se posent beaucoup de questions. Et à eux, j'ai envie de leur dire, voilà, je crois qu'il faut rester positif, il faut avoir cette envie de nous en sortir. Notre immunité, quand elle réagit bien, elle fait face au Covid. À terme, on va s'en sortir. À force d'être confronté à la maladie, grâce au vaccin peut-être, et je l'espère surtout, mais on va s'en sortir. Mais ne croyons pas que demain soit des lendemains sans vie sociale, parce que je crois que ce qui est le plus essentiel aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, évidemment, que ça tue, ça rend malade et ça laisse des séquelles. Mais de l'autre côté, ce qui nous tue aussi, c'est l'absence d'une vie sociale. Et je pense que ce qui a été un peu oublié, je pense, depuis 2 mois chez nous en Belgique, c'est le bien-être de la population. Il n'y a pas que le Covid. Le Covid est une priorité essentielle. Mais le bien-être de la population est aussi essentiel. Et donc, je pense qu'on doit, à partir d'aujourd'hui, mieux concilier les deux pour faire en sorte que nous puissions garder une certaine santé mentale et une certaine santé physique. Vous savez, moi, je me nourris que d'une seule chose dans ma vie, des liens sociaux, de vous, de Dora, de cette vie. Sans cela, ma vie n'a aucun sens. Moi, j'ai besoin de ces contacts sociaux. Et ce que je dis pour moi est vrai pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, nous devons reprendre une vraie vie sociale avec des activités dans tous les domaines. Je vais revenir vers vous, Madame Dora Ilunga. Le bourgmestre l'a dit, les liens sociaux font que Saint-Josse est aussi une commune qui est ouverte sur l'extérieur. Mais avant de parler de l'extérieur, c'est également celle de savoir Saint-Josse au cœur des institutions internationales, d'un quartier assez stratégique. Quelles sont les retombées ici également d'être une commune dans un quartier particulier sur le plan économique, par exemple? Alors, c'est vrai que le bourgmestre l'a bien expliqué. On est une commune de centre, une commune urbaine. Au niveau de l'emploi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, si j'ai bien compris la question. Oui, tout à fait. Voilà. On a déjà, par rapport à Actiris, on a tout un pôle ici
le fait d'être au centre, ça facilite aux demandeurs d'emploi l'accès à des institutions importantes qui sont toutes réunies. On a cet avantage d'avoir Bruxelles Formation en face, Actiris à côté et toute une série d'autres associations, la mission locale qui n'est pas loin, qui suivent les demandeurs d'emploi, qui n'a plus d'excuses pour traverser toute la ville et trouver des informations. Donc on a ces pôles-là déjà qui est un plus. On a également énormément de commerce, énormément d'activités économiques et on sait très bien l'impact que ça peut avoir aussi sur une ville des passages, une ville centrale. Et une autre chose qu'on a aussi, c'est qu'on a beaucoup de bureaux. Oui. Ces bureaux, des banques, des bureaux d'assurance qui peuvent aussi être un potentiel pour nous d'emploi, pour aller chercher des profils et préparer des formations qui répondent à ce profil-là. Donc on a aussi la Commission européenne, vous en aviez parlé, où j'ai été aussi un peu faire de la prospection pour voir quels étaient les types de relations qu'on pouvait avoir avec eux, puisque généralement ils recherchent beaucoup de petites mains d'œuvre aussi, notamment dans des aides ménagères pour pouvoir faire le ménage chez eux. Et donc on a essayé de trouver aussi des liens là avec notre institution de la mission locale qui s'appelle Atout Ménage, où on engage des personnes assez défavorisées qui apprennent un métier et qui peuvent sortir du travail au noir, avoir un contrat et faire un ménage reconnu. Assez concrètement, hein, nous sommes dans une période assez cruciale, il faut le dire. Il y a plusieurs jeunes également qui sont au chômage, il faut le dire. Il y a plusieurs personnes qui perdent leurs emplois. Stratégiquement, qu'est-ce que vous faites ici dans la commune de Saint-Josse afin de pouvoir aider les jeunes, il faut le dire, démunis, qui n'ont plus d'emploi, les familles également, qui doivent tenir avec un certain revenu? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour accompagner toutes ces catégories? Voilà. Et donc, à l'initiative du bourgmestre donc, et du collège qui nous accompagne dans ces politiques actuelles en temps de Covid, on a mis en place un plan d'urgence sociale. Ces plans d'urgence sociale à plusieurs groupes qu'on vise. Et dans ce groupe, il y a ces groupes dont vous parlez, les jeunes, les étudiants. Grâce au CPS aussi, qui est notre partenaire dans ces plans, nous avons mis en place, par exemple, toute une série d'actions financières. C'est-à-dire qu'on peut avoir des aides et des soutiens financiers pour payer des factures, par exemple d'énergie. On sait qu'on est le plus souvent à la maison avec le Covid, la Covid. On a du mal à faire cette association au féminin. Donc la Covid, donc ça permet de pouvoir couvrir ces frais-là dus à manque de travail d'étudiants. Il y a beaucoup qui ont perdu leur travail d'étudiant pendant la crise. Ils peuvent aller au CPS. Il ne faut pas être bénéficiaire. Ils habitent la commune, ils peuvent aller au CPS trouver un soutien financier. Ils peuvent avoir aussi un soutien psychologique. Il faut savoir que les problèmes psychologiques ont augmenté, des dépressions avec cette dues à cette pandémie. Donc ils peuvent avoir les frais, les prestations qu'ils engagent pour suivre des thérapies psychologiques ou autres et se faire accompagner, qui sont remboursés également. La troisième chose, c'est au niveau des études. Vous savez qu'acheter un PC, ça coûte peut-être cher pour certaines familles. Avoir une connexion Internet correcte pour pouvoir faire du télétravail, de la téléconférence ou même des cours en ligne coûte aussi cher. Donc, au niveau du CPS, on rembourse également ces frais-là d'achat des PC et des connexions Internet. Au-delà de ça, les colis alimentaires, grâce au service prévention, pour ceux qui rencontrent des soucis pour s'alimenter, il y a moyen d'aller faire aussi cet acquis-là, prendre des colis alimentaires. Et on passe aussi à plusieurs autres actions au niveau des seniors où on a un accompagnement, on essaie de rompre aussi l'isolement avec les courses qui sont faites pour elles, les repas qui sont livrés à domicile et toutes sortes d'aides ménagères et familiales. On a les familles qui ont reçu aussi des PC pour que les enfants puissent suivre l'enseignement à distance. Les familles ont reçu aussi toute cette information concernant les aides financières au niveau des loyers aussi, s'il y a un problème pour payer un loyer ou toute autre difficulté financière. On a aussi toute une action qu'on a menée par rapport à des problèmes de violence familiale, intrafamiliale, parce qu'il y en a énormément. Au niveau de la prévention, il y a ces suivis-là. Il y a un suivi aussi également pour les familles. Vous savez, ils sont entassés. On a une commune très dense. L'idée, c'est de pouvoir aussi permettre des activités dans le parc ou dans des lieux, des salles où ils peuvent se retrouver. Donc, il y a une série d'actions qui sont menées pour tous ces publics qui sont les plus touchés par la crise. Nous osons croire que toutes les populations de Saint-Josse qui nous suivent ou qui n'ont peut-être pas cette information sauront également retrouver ici dans les propos de Madame Léchevine également toutes les informations utiles afin de se rapprocher des services. Madame Dora Ilunga, la commune de Saint-Josse brille beaucoup plus aussi par sa politique des partenariats, il faut le dire. Beaucoup de partenariats avec l'étranger, il faut le dire, avec certains pays
en voie de développement, il faut le dire, et subsahariens. Quelles sont les retombées de ces partenariats? Quel est l'apport de la commune de Saint-Josse ici pour certains partenariats que vous arrivez à établir avec certains pays? Oui, donc pour rappel, la commune de Saint-Josse, c'est vrai, avec plus de 152 nationalités, on a des grosses diasporas, énormément de personnes qui gardent un lien avec les pays d'origine. Tout à fait. Et ces liens, nous l'alimentons grâce à ce type de partenariats. Donc ça se justifie clairement à ce sujet-là. Alors l'autre chose, c'est que nous sommes en partenariat avec 7 pays actuellement. Donc il y a la Palestine, le Maroc, la Turquie, la Bulgarie, la Bulgarie, la Roumanie, la RDC, Congo et les Philippines. Donc la RDC, c'est le dernier petit bébé qu'on a amené dans le partenariat dernièrement. Donc ce sont des partenariats riches qui permettent un lien, d'abord une solidarité internationale, mais aussi de garder ces liens avec les pays d'origine et de favoriser aussi la connaissance et le vivre ensemble. Parce qu'on met en avant, on met en vitrine tous ces pays, ça permet de mieux connaître son voisin et d'apprécier autre chose que tous les problèmes de voisinage qu'on peut connaître. En parlant de la RDC, vous avez été en RDC avec monsieur le bourgmestre, hein, c'est une question commune pour vous deux. Vous avez été en RDC et sans nul doute qu'il y a eu également des partenariats hein, avec certaines institutions locales ou plus ou moins nationales. Quelles sont les retombées? Quel est l'apport de la commune de Saint-Josse, par exemple, au cours de cette mission? Qu'est-ce que la commune de Saint-Josse pourra bien apporter ici pour ces institutions locales ou des autorités congolaises? Mais je dirais que d'abord, ce qui était important, c'était d'établir un lien et d'avoir, je dirais, un dialogue réel et constant avec nos partenaires congolais. À cet égard, Dora Ilunga, de par ses origines, et elle est l'un des plus beaux visages de la communauté congolaise de Belgique à Saint-Josse. Elle était un atout pour nous. Elle nous a aidés dans la facilitation des contacts avec le Congo, mais aussi avec Kinshasa. Moi, ça a été une première en tant que bourgmestre. J'avoue que c'est une visite que j'espérais depuis longtemps. Et ça a été une grande découverte, parce que je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique centrale, en Afrique tout court, c'est très différent des documentaires, des reportages qu'on peut voir, ou de ce que la diaspora peut nous expliquer. Parce que quand on est sur place, on a un autre vécu. Un autre aperçu. Moi, j'ai été très touché par ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre. Pourtant, je ne dirais pas que c'est le pays le plus développé au monde. Bon, c'est vrai qu'il y a le soleil, mais les conditions de vie ne sont peut-être pas simples, mais les gens ont le sourire. Les gens ont beaucoup de bon cœur. Et donc, la première chose, c'est, je crois, l'amitié que j'ai eue avec les gens là-bas. Et grâce à Dora, j'ai rencontré des tas de gens avec lesquels on garde des contacts. Alors, il y a une boisson qui est devenue mienne. Et donc, la prochaine fois que vous revenez à mon cabinet, vous me rapporterez un bon verre de Vitalo. Alors, bon, je sais que c'est un peu trop sucré, mais de temps en temps, il faut du sucre pour travailler et bouger. Tout à fait. Et donc, j'en raffole parce que je trouve que c'est trop bon. Alors, on a été, je dirais, un peu partout. On a fait plusieurs quartiers. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un accord il y a quelques semaines. J'ai signé avec les collines de Selembao un partenariat. Nous avons déjà identifié avec Dora notre volonté de soutenir au niveau matériel le centre de maternité. Et là, tu en parleras, tu compléteras mes propos. On veut du concret. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'au-delà de Dora et moi, notre rôle est d'établir des liens entre les deux pays, entre les municipalités. Mais après, il faut qu'au niveau des fonctionnaires, au niveau des associations, des travailleurs, ce partenariat puisse exister. Alors ce partenariat existe, Dora en parlera, et je suis très fier parce que c'est des projets qui aident réellement là-bas et qui permettent d'avoir un rayonnement ici. Alors aider le Congo, c'est aider la Belgique. Tout à fait. Et c'est vrai que nous avons entamé cette discussion sur le centre de maternité, nous y avons porté une attention accrue, mais nous avons aussi évoqué la question de l'enseignement de l'histoire, et c'est pour ça que très vite après les événements qu'on a eus l'année passée aux États-Unis, il y avait eu un émoi sur la situation par rapport au Congo, et nous on a instauré une commission sur le passé colonial.
Mais on avait une longueur d'avance, puisqu'on avait déjà entamé ce travail avec le lycée Guy Cudel, avec Philippe Boisqueté, avec Dora, avec le collège, où nous avions déjà posé un regard différent sur l'histoire de l'Afrique. Et moi, il y a une chose que je voudrais vous dire qui est importante, je pense aussi. Moi, je pense qu'il faut enseigner l'histoire sans se limiter à l'histoire du colonialisme. Et je pense qu'on pourra peut-être nous offrir beaucoup d'informations, mais aussi aux Congolais beaucoup d'éléments de fierté quand on parlera de l'histoire de l'Afrique et l'histoire des Congolais, en ne se limitant pas à celle qui commence avec la présence des Belges. Et je pense que c'est là que réside, à mon sens, une partie de la solution. C'est de rendre fiers les Congolais. Et nous sommes bien placés pour le savoir, parce que, vous savez, voilà, on est dans une commune où voilà, tout le monde est un peu issu de partout, mais ici, tout le monde est au nos doigts. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Et nous, ce qu'on veut, c'est une citoyenneté qui rassemble, qui respecte chacun dans sa diversité, dans ses origines, qui concilie, qui réconcilie, mais qui fait qu'à un moment donné, on est tous citoyens de la commune. Et pour vous dire, et on l'avait dit là-bas, parmi nos meilleurs travailleurs, parmi nos chefs de service, nous avons quand même plusieurs personnes d'origine congolaise. Donc nous, on n'a pas besoin de politique de discrimination positive, de lois, d'ordonnances, de circulaires. Nous, c'est simple. Il n'y a pas de différence. Chacun est jugé, apprécié par rapport à ses qualités, ses compétences, son expérience. Et parmi nos meilleurs travailleurs, ils en sont, et on peut le dire aussi. Madame Dora Ilunga, le bourgmestre l'a dit, la compétence, c'est ce qui fait qu'aussi vous puissiez l'accompagner et que vous avez en charge également les relations internationales. Donc, il parlait des partenariats avec Kinshasa. Quel est ce sentiment, le ressenti que vous avez, vous, fille d'origine congolaise également, vous représentez également, vous êtes au sein d'une institution belge, être ce pont également et établir ce genre de partenariat avec votre pays d'origine, votre ressenti et comment est-ce que ça se passe concrètement avec les partenariats ici? Voilà, donc vous l'avez dit, hein, le bourgmestre l'a dit et je le remercie parce que quand je suis arrivé comme échevine, il n'y avait pas encore un partenariat avec l'Afrique subsaharienne et c'était quelque chose que j'avais à cœur et le bourgmestre a suivi, a soutenu et est parti. J'ai raconté tout à l'heure à votre collaboratrice tout ce qu'il a dû faire avant de partir, le vaccin, les photos vite fait dans le métro. Toute une procédure. Voilà, donc il fallait être motivé, 8 heures d'avion, hein, la chaleur, enfin, c'est quand même un beau geste vers le Congo. Hein, ouais. Non, mais c'était, je dirais, je vais le dire, parce que, bon, voilà, il y a une des choses que j'ai eu envie, et grâce au frère de Dora, parce qu'elle a un frère qui travaille en Afrique du Sud, et que je tiens ici à le saluer au travers de vous, il s'appelle Christian, il est formidable, il nous a accueillis, et il nous a facilité le contact avec celui qui gère le stade, le fameux stade où il y a eu le combat il y a 45 ans de Mohamed Ali, le combat dit du siècle. Et moi, j'étais tout petit. Et mes parents m'avaient réveillé, parce que Mohamed Ali, ça reste quand même le héros. C'est un des plus grands, Bruce Lee, Elvis Presley, Mohamed Ali, on a grandi avec ça. Et de pouvoir aller dans ce stade, alors qu'il était fermé, avec Dora, avec Christian et avec l'ami de Christian, celui qui gère, ça a été un moment pour nous. Et donc, je sais que ce projet de restauration du stade, d'en faire un musée, est un projet qui tient à cœur. Oui, et nous avons pris l'engagement d'aller visiter ce stade quand il sera renouvelé. Donc, non seulement je suis allé, mais j'y retournerai avec grand plaisir, parce que c'est des rencontres qui marquent des hommes. On a rencontré un journaliste qui avait préparé le combat de Mohamed Ali. Écoutez, juste une petite parenthèse. Oui. Écoutez, on l'a vu au lobby de l'hôtel, comme il avait appris qu'on était curieux de cette histoire. Mais quel conteur! Mais c'est un homme d'exception. On l'a écouté religieusement pendant 1 heure. Mais c'était exceptionnel la manière dont il a expliqué que Mobutu voulait organiser cet événement pour redorer l'image. Et alors, il nous a parlé de cette partie de l'histoire du Congo, de retourner aux valeurs, aux noms congolais, etc. C'était un puits sans fond, c'était une mine d'or, cet homme. Et ces rencontres-là, j'ai cité quelques personnes, elles sont là, ancrées en moi, dans mon cœur. Et nous avons été accueillis à la congolaise. Comme si on était un frère, comme si on faisait partie de la famille. Comment voulez-vous oublier ces moments? Et donc,
c'est évident que c'est des moments qui nous marquent. Et quand Dora a demandé de faire ce projet, évidemment, c'est pour nous quelque chose qui nous manquait. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est bien expliqué, hein, avec le cœur, comme vous voyez. Donc c'est d'abord une histoire de cœur, y compris les projets qu'on a vus sur place. Cette maternité, c'est aussi un coup de cœur du bourgmestre, un coup de cœur pour nous. La maternité, c'est les collines des Selembao, avec Cécile Edungu, que vous connaissez, qui a mis des fonds dans cette maternité, a créé cette maternité avec d'abord aussi son cœur, puisqu'on est dans le cœur là, et elle n'a jamais abandonné cette idée de pouvoir mettre en place un projet dans ce coin perdu. Et elle a mis vraiment de son cœur, son énergie, et c'était vraiment un plaisir de voir les résultats sur place. Toutes ces femmes qui, avant, faisaient des distances, vraiment des kilomètres pour aller accoucher en travail, aujourd'hui, dans la vallée même, pouvaient se rendre directement dans cette maternité. Donc, le bourgmestre proposait que ce soit vraiment un socle dans ces partenariats, cette maternité. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'il n'y a rien dans ces communes. Hein. C'est des maisons communales sans électricité. Des fois, il y a eu une coupure pendant qu'on était là. Les dossiers sont faits à la main, au papier. Donc, s'il y a un incendie, tout est perdu. Tous les actes d'état civil, il n'y a plus rien. Et donc, au niveau ici des burlocalistes, on a introduit un dossier pour faire une demande. On ne sait pas comment ça va aboutir, pour pouvoir faire ces suivis aussi au niveau de l'état civil. Puisque les burlocalistes, quand il s'agit de la RDC, c'est uniquement l'état civil de la population. Donc, chaque pays a une spécificité dans la thématique qu'elle peut aborder. Et donc, ça, c'est un espoir qu'on a. Au-delà de ça, on a donc signé ces accords, on est en contact avec eux. Je disais au bourgmestre dernièrement qu'il y a énormément de gens qui m'appellent, des Selembao, qui partent d'ici, ils vont faire tout à Selembao. Il y en a même un qui m'a dit que c'est les bourgmestres et son cousin. Alors j'ai demandé cousin au sens cousin ou cousin au sens plus large. Tout d'un coup. Donc on a quand même, vous parliez d'impact, le fait qu'on ait mis en avant cette petite commune perdue assez, on va dire pas très riche, ça leur apporte un impact et des retombées incroyables. Donc ça fait plaisir, ça c'est positif. Madame Dora Ilunga, avant de reprendre le bourgmestre, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre ressenti de pouvoir travailler avec un bourgmestre qui a autant d'énergie? Et comment vous vous sentez dans cette commune? Parce qu'il faut le dire, vous avez beaucoup de compétences aussi. Il n'y a pas que les relations internationales, vous avez la tutelle du CPS, si je me trompe bien, et bien d'autres compétences. Travailler avec un bourgmestre comme ça qui prône l'excellence, pour vous, qu'est-ce que ça vous rassure? Et également pour les jeunes dames qui veulent vous ressembler aujourd'hui, qui veulent se lancer en politique, pourquoi pas? Comment vous me l'expliquez, vous? J'ai beaucoup de chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec le bourgmestre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un coach. Pour moi, c'est une inspiration. J'ai fait, il y a 2 jours, une interview aussi en visioconférence avec le Portugal, avec des femmes entrepreneurs portugaises, mais d'origine angolaise. On était en triplex avec Lisbonne, Dakar et Bruxelles. Et on m'a demandé si j'avais une femme inspirante. Je leur ai dit, j'ai un petit problème parce que c'est un homme. C'est pas une femme. C'est pas une femme. Mais je sais pas si elles étaient contentes de l'apprendre, mais j'ai vraiment expliqué en disant que, et ils ont posé la même question, comment faire? Je dis, il faut avoir quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un quand on veut se lancer en politique, qui croit en vous et qui vous donne l'occasion de sortir le meilleur de vous et de vous corriger aussi. Et qui vous ouvre la voie, comme on dit. Et ça, c'est très important et c'est une réelle chance. Monsieur le bourgmestre, vous avez plus ou moins mis de côté votre mandat d'élu fédéral, si je ne me trompe pas. Régional. J'étais ministre, j'avais démissionné. Régional, pour vous consacrer totalement sur votre commune. Qu'est-ce qui vous motive tant à vous consacrer sur cette commune? Est-ce que c'est parce que c'est une commune qui a une certaine particularité d'être multiculturel et que ça vous tient, d'autant plus que vous êtes vous-même fils d'immigrés également. Vous avez cette histoire d'avoir travaillé dans une mine, si je ne me trompe pas, vos parents, de mine à charbon. Est-ce que ce lien vous retient plus ou moins à cette commune ou il y a quelque chose d'autre? En fait, je pense que c'est la population à un moment donné qui, à la sortie des élections en 2006 et puis surtout en 2012,
Les gens souhaitaient à un moment donné que je puisse être plus prépondérant au niveau de la commune. Et là, en 2012, je devais choisir entre le poste de ministre au sein de l'exécutif régional bruxellois et celui de bourgmestre. C'est vrai que j'ai fait le choix de la commune parce que je pense que le temps était arrivé. Alors, moi, je suis un municipaliste. Je suis actuellement député fédéral, mais pour moi, la commune, c'est la proximité. Et comme je le disais tout à l'heure, le lien social pour moi est important. Et moi, j'aime bien que l'efficacité, rendre des services, trouver des solutions. Je ne suis pas... je peux théoriser, je peux avoir une approche intellectuelle, mais je ne suis comblé que si il y a du concret, il y a de l'opérationnel. Et s'il n'y a pas d'opérationnel, j'ai un gros sentiment de frustration. Par exemple, je ne pourrais pas me limiter simplement à tout ce qui est légistique, parce que je trouve que ce qui change foncièrement la vie des gens, c'est les choses concrètes. Et quoi de tel que les communes, parce que les communes, c'est vraiment la proximité, ça va depuis le pot-de-lait aux arbres que vous plantez, aux seniors que vous transportez. Enfin, c'est vraiment... Et pour moi, c'est vrai que je suis passionné par la commune et par ses habitants. Ici, plus ou moins, vous êtes passionné par la commune et vos habitants, mais il y a aussi, on en parle, hein, je vous poserai la question, franchement, vous ne faites plus partie de votre ancien parti, et sans nul doute qu'ici, dans la gestion du quotidien, parce qu'il faut gérer, il faut également collaborer avec les autres partis, mouvements politiques qui font partie également de la commune. Comment est-ce que ça se fait au quotidien, hein? Quand je vous vois ici, Madame Dora Ilunga, qui est membre de votre ancien parti, et vous êtes ici, vous n'y êtes plus, mais vous avez gardé cette cohésion. Comment vous gérez au quotidien? Je crois que beaucoup de droiture. C'est-à-dire que dans mon chef, j'ai porté l'équipe, et l'équipe est respectueuse et fidèle. J'ai porté l'équipe pour les élections communales. Le groupe s'appelle la liste du bourgmestre, et c'est vrai que c'est des socialistes pour l'essentiel avec du SPA et des indépendants. Je pense que la section socialiste a pris ses responsabilités en continuant à me soutenir et à vouloir travailler. Voilà, et pour le reste, je pense qu'on a le temps, parce que la crise sanitaire est arrivée très vite, mais je pense que vers la fin de la législature, je me positionnerai pour la suite. Je n'ai pas envie de quitter, si vous voulez savoir, je n'ai aucune intention de quitter. Je suis très content de faire ce que je fais avec les équipes qui m'entourent, et on verra à ce moment-là, la discussion aura lieu vers la fin de la législature. Parce qu'aujourd'hui, ce que les habitants attendent de nous, c'est qu'on mette en œuvre la déclaration de politique générale pour laquelle nous nous sommes engagés auprès d'eux. Vous êtes considéré comme étant une machine à vote. Une machine à vote, et quand on vous voit, vous êtes très dans la communication. Vous communiquez, il faut le dire. On vous retrouve dans les réseaux sociaux, et on n'a pas besoin de rencontrer M. Emir Kir en face pour comprendre ce qu'il fait, et également pour être dans son quotidien. C'est quoi le secret? Mais je ne pense pas qu'il y a un secret. Je crois que, par exemple, j'aime pas qu'on parle trop de moi parce qu'on donne l'impression qu'on est exceptionnel. Non, moi je crois que, par exemple, Dora a ses qualités. Elle a plein d'énergie, elle est très compétente, et elle est très souriante. Elle donne envie, et donc elle arrive à soulever les gens autour d'elle, à faire des choses. Je pense que ça participe d'un caractère, d'une capacité de travail. Et moi, je crois que si on me demandait qu'est-ce qui est peut-être pas la clé ou une forme de secret, je crois que j'ai été aimé par mes parents, j'ai eu une enfance heureuse, et profondément j'aime les gens, et sans jamais les juger, parce que qui suis-je pour savoir, je veux dire, vous savez, il y a deux sortes d'écoles, hein. Il y en a qui jugent les gens, vous savez, on ne sait jamais d'où on vient, dans quelles conditions on a grandi. Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de tolérance, parce que je viens d'un milieu social qui n'était pas simple, et je sais que l'égalité en droit n'existe pas. Elle existe en tant que telle dans la loi, mais la réalité, c'est qu'il faut la connaître, la loi. Mais quand on vient de milieux défavorisés, on n'a pas les mêmes chances de pouvoir accéder aux connaissances, à des facilités. Et c'est vrai que j'ai eu à cœur de vouloir gommer ces inégalités avec toutes les équipes qui nous entourent. Par exemple, quel grand honneur pour nous, quelle grande fierté d'avoir rendu les garderies gratuites. Quel grand honneur pour nous de faire des chèques sport à 250 €. Quel grand honneur pour nous de donner des 2000 € pour un commerçant qui refait son enseigne.
de soutenir un commerçant qui a des travaux dans la rue qui durent au moins 2 mois, 2 000 € d'aide. En fait, on essaye d'aider les gens qui sont en difficulté. C'est ça qu'il faut retenir de moi. Vous savez, le cimetière, il est rempli de gens irremplaçables qui sont tous magnifiques les uns plus que les autres et tout le monde. C'est les actes qui comptent. Et je crois que ce qui fait aujourd'hui notre singularité, ce sont ces actes au quotidien où on essaye d'accompagner sans distinction. On n'essaye pas de regarder les gens suivant leurs origines sociales, ethniques, religieuses, philosophiques. Pour nous, un est égal à un, mais pas simplement dans les mots. C'est-à-dire dans le réel, on essaye Alors, c'est un challenge, c'est jamais facile parce que nos communes sont des communes urbaines avec énormément de défis, notamment la sécurité, notamment aujourd'hui la crise sanitaire. Mais voilà, moi j'aime et je remercie Dora, l'ensemble du collège, du conseil communal. On a vraiment des équipes extraordinaires, notre administration, les associations, les commerçants qui travaillent avec nous, ce sont des gens vraiment qui méritent le plus grand respect. Pour vous qui nous suivez, sachez que vous êtes dans Caféine, le café de l'actualité, et nous arrivons pratiquement à la fin de cette belle émission, ce bel échange également. Et nous avons eu l'honneur de rencontrer ici le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-de-Noode. Avant de terminer, Madame Dora Ilunga, un dernier mot pour les jeunes, pour tous ceux qui souffrent de cette crise sanitaire, avant de terminer avec Monsieur le bourgmestre, pour ceux qui nous suivent également, un dernier mot, en tout cas face à la caméra et pour toute cette population de Saint-Josse qui vous fait confiance, également il faut le dire, il n'est pas facile de gérer cette crise, de gérer au quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Les codes changent, on travaille à distance, il faut gérer à distance. Si vous avez un mot pour cette population également qui vous suit et qui vous admire tant, face à la caméra. Voilà, mais je ne vais pas réinventer, on va tous utiliser les slogans, on va s'en sortir. Donc il faut rester courageux, rester optimiste et essayer de tenir pour que tous ensemble, et surtout respecter les gestes barrières qu'on connaît maintenant par cœur, et essayer de pouvoir tenir jusqu'à la fin de cette pandémie. Nous sommes là à vos côtés, nous sommes au service de notre population qui nous a fait confiance et nous chercherons toujours des solutions dans la mesure de nos possibilités pour en sortir. Monsieur le bourgmestre, on a du mal quand même à vous laisser partir, mais il faut quand même vous laisser partir parce qu'il y a quand même toujours à partager avec vous. Mais les temps sont difficiles également. Il y a des familles démunies qui traversent des moments difficiles, il faut le dire. Pas que pour Saint-Josse, mais également pour toute la Belgique. Il y a des jeunes étudiants qui sont incertains sur leur avenir également, mais qui tiennent le coup ici et pas mal d'autres personnes également. Le mot de fin également, en général, pour la Belgique également, qui doit faire face, de politique générale également, pour ceux qui nous suivent. Je leur dirais aux jeunes aussi, comme Dora, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse en sortir tous ensemble. Nous devons leur répondre à ceux qui ont perdu leur job étudiant, à ceux qui ont des besoins pour continuer leurs études. Toutes ces aides sont assurées tantôt par le fédéral et nous, au niveau communal, Dora l'a rappelé, nous apportons une aide. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de ne pas perdre espoir. Ça ne sera plus jamais la vie comme avant, parce qu'on sait que les infections vont rester, il faudra continuer à garder les gestes barrières, mais je pense que le printemps arrive, l'été arrive, et je pense qu'il va y avoir des moments d'assouplissement, et c'est ça qui va nous redonner, à mon avis, la pêche, et aller de l'avant. Et je crois qu'il faut continuer à être croyant en notre avenir. Je crois que l'être humain a toujours été capable de relever tous les défis jusqu'à présent. On fera face encore une fois. En tout cas, je tiens à vous remercier. Merci de nous avoir reçus encore. Merci infiniment à vous. À très bientôt pour d'autres occasions. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette belle émission réalisée ici au sein de la commune de Saint-Josse-de-Noode. Nous tenons à remercier également l'ensemble du personnel qui travaille ici avec le bourgmestre Emir Kir ainsi que l'échevine Madame Dora Ilunga. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne également, sans laquelle je ne pourrais réaliser cette émission. Je parle ici de ma directrice de production, Lucille Niemboué, qui m'accompagne, également de Thierry Loukoussa, qui est à la réalisation et qui fait un travail remarquable. Merci à vous tous qui nous suivez. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube également, Marvin Lotti, Lutonadio, Caféine, également sur le site www.congocafé.com. Et merci à vous qui nous suivez de partout. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Comme l'a dit le bourgmestre, en tout cas, gardez l'espoir. Le printemps arrive, l'été arrive, le chaud arrive et l'espoir nous fera revivre. Prenez soin de vous.